Mesdames, Messieurs, chers abonnés, bonjour et bienvenue à votre émission Point de vue. Aujourd'hui, nous aborderons trois sujets majeurs, à savoir la rentrée judiciaire 2024-2025, avec pour thème le rôle de la justice dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale cas des élections. Le deuxième sujet va porter sur le changement d'appellation d'une trentaine de voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. Et enfin, comme troisième sujet, nous allons parler toujours du feuilleton AES-CEDEAO avec un nouveau rebondissement, à savoir le rejet par les États de l'Alliance du délai de 6 mois fixé par la CEDEAO pour leur retrait définitif de l'institution. Et pour analyser ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir deux confrères. Il s'agit de Modibo Fofana, directeur de publication Mali 24, et Koureichi Sissé du journal Mali Tribune. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci d'être sur votre plateau. Merci, honorablement. D'accord. Et surtout en face de mon président. D'entrée de jeu, nous allons commencer par le premier sujet qui porte sur la rentrée judiciaire 2024-2025 sous le thème rôle de la justice dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale cas des élections. La première question s'adresse à vous, Modibo Fofana. Est-ce que c'est un thème qui vous parle au regard du contexte actuel du pays? D'accord, merci beaucoup. D'abord, je commence à saluer vos internautes. J'allais dire les téléspectateurs. Les téléspectateurs qui sont en ligne, qu'on appelle les internautes, je les salue. C'est ma première fois sur votre plateau. Et je salue également mon co-débatteur et jeune frère qui est juriste et qui sera d'abord mon prof sur ces sujets judiciaires. Au fait, la question est pertinente. Moi, je pense que la question, les thèmes est d'actualité. Hier, le président de la République a présidé l'événement. D'ailleurs, c'est ça qui a créé assez d'embouteillages en ville. Nous, on avait de la peine à traverser le pont juste parce que la rentrée judiciaire était en cours. Le thème est d'actualité parce qu'aujourd'hui, nous parlons assez des élections. Et également, on parle aussi de la paix parce que depuis que le Mali, la crise multidimensionnelle a débuté au Mali, je pense que le mot le plus parlé et le plus recherché, c'est la paix. Si on choisit un thème par rapport à la paix et aux élections, à mon avis, c'est d'actualité. Parlons des élections. Choisir un thème comme les élections comme thème de la rentrée judiciaire est très pertinent parce que ça me rappelle un peu au scénario de 2020. Vous savez, les élections de 2020, la décision de la justice a été un objet de contestation totale. Et à tel point que le pays a chuté. Et aujourd'hui, on peut dire, nous sommes dans les conséquences de cette élection. Et en appelant les magistrats ou bien les hommes de la justice à faire une très bonne organisation, une organisation apaisée, mais aussi une élection apaisée et puis une élection aussi transparente, contribuer à la stabilité du pays, contribuer un peu d'éviter les crises post-électorales. Moi, je pense que c'est vraiment d'actualité et puis très pertinent. Et alors, en parlant de crédibilité, de transparence du processus électoral, quel rôle la justice peut-elle jouer dans le renforcement de la paix, de la cohésion sociale et surtout en ce qui concerne les élections Koureichi? Bon, vous savez, d'abord, merci pour l'invitation. Vous savez, c'est un peu très difficile pour moi de voir sur cet angle-là. Et même si je peux être d'accord avec mon aîné. Et je vais vous dire, moi je ne vois pas ce que le juge peut dire autre que le droit. Je ne vois pas, puisque nous ne pensons que pour qu'un droit, pour qu'une loi puisse être élaborée, il y a des réflexions qui sont menées. La loi, c'est toujours pour nous amener vers une bonne destination. C'est de l'intelligence qui a été mise en exergue. Et on donne au juge le devoir d'appliquer ce qui a été dit dans le droit. Donc, le juge ne peut pas être plus intelligent que le législateur. Et je ne sais pas comment le juge va être pour la paix ou bien pour la cohésion, en passant peut-être seulement
pas passer sur le côté du droit. Le juge, son rôle, c'est de dire les droits. Et je vais emprunter un peu la philosophie, et je m'excuserai, il faut me corriger si je me trompe. C'est-à-dire, nous, notre problème est qu'on a un problème de formulation et de reformulation des choses. Quand on dit élection et paix, moi je pense que le Mali n'a jamais été confronté à un problème d'élection contraire à la paix. Quand on dit que le contraire de la paix, c'est la guerre. Les élections n'ont jamais amené le Mali, que Dieu nous en préserve, dans la guerre. Les élections ont provoqué de l'instabilité politique. Donc, on peut travailler sur ça. Moi, je pense qu'il faut reformuler les choses. Le seul problème de paix que nous avons au Mali ici, c'est au niveau de la rébellion, qu'on peut dire en majorité Touareg. Et vous estimez qu'il faut peut-être reformuler la thématique? Il faut vraiment reformuler. On n'est pas, c'est-à-dire élection et stabilité politique, là, d'accord. Le rôle du juge pour la stabilité, et ça ne doit être nulle chose autre que de dire le droit. Et aujourd'hui, nous, il y a une grande confusion entre si c'est l'EJ qui doit proclamer les résultats définitifs ou bien si c'est la Cour constitutionnelle qui doit proclamer. Le débat n'est pas tranché à ce niveau. On a donné à l'EJ l'organisation et tout ce qui contourne en quelque sorte autour des élections, mais on ne sait pas aujourd'hui si le litige électoral va être amené au niveau de la Cour constitutionnelle et que les juges, les sages vont trancher et après renvoyer ça au niveau de l'EJ pour que l'EJ proclame, ou c'est le juge qui va proclamer avec le droit, avec sa compétence constitutionnelle. Et puis c'est pas un juge comme un juge judiciaire, c'est un juge constitutionnel, c'est un juge assez politique. Est-ce que vous voyez? Et c'est un juge de deux comptes. D'abord, si la procédure de saisie elle est correcte, si la qualité y est, le juge il n'a qu'à compter et puis donner les résultats. Moi, je ne vois pas. On est en train de faire... Puisqu'il faut faire attention à ne pas jouer sur les émotions, à dire un juge, bon, il faut regarder la stabilité, c'est telle personne qui doit gagner. Puis on ne va pas aller dans ça. Moi, je pense que si on part dans ça, on venira vers ce qui est le contraire de la stabilité. Et ce qui renvoie aux dernières élections législatives, organisées à l'époque, qui a été même le point de départ de la déstabilisation jusqu'au départ du régime de IBK. Mais en regardant, en tirant les leçons de toutes ces situations-là, est-ce qu'il ne faudrait vraiment pas quand même faire en sorte que les juges puissent être relativement autonomes, sinon pleinement autonomes pour pouvoir trancher ce genre d'affaires? Parce que tout compte fait, le politique n'est jamais loin derrière. Hein. Exactement. Comme le jeune frère l'a si bien dit, tes interventions sont tellement pertinentes en matière de droit. Mais aujourd'hui, moi, je suis d'avis que ce que Maïga vient de poser comme question, l'idéal aujourd'hui, que les juges soient indépendants. C'est ça l'idéal. Je me souviens quand j'étais un peu petit, à l'époque, Fantastila, qui fut, je pense que bâtonnier à l'époque. Oui, même ministre de la Justice. Ministre de la Justice, lors d'une rentrée judiciaire, quand elle disait que les juges doivent être des électrons libres, mais tout sauf l'argent sale. Moi, c'est une phrase qui avait marqué, voilà, ça avait marqué les esprits. Et on est dans cette logique aujourd'hui. Comment rendre cette justice indépendante? Parce qu'à mon avis, une justice indépendante, il faut s'attendre à une organisation très transparente comme dans les autres pays. Tu as évoqué, on ne sait pas qui doit même proclamer les résultats définitifs ou pas, mais à mon avis, selon la loi électorale jusqu'à preuve le contraire, c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs. Et c'est pourquoi, à partir en 2019, ces résultats ont été l'objet de contestation. Et ça s'est commencé depuis 2020, ça s'est commencé depuis 2018, jusqu'à la création du mouvement anti-Abana. Et on était tous journalistes et reporters à l'époque qui suivaient l'opposition. Moi, à mon avis, aujourd'hui, peut-être on peut reformuler les thèmes que moi, je ne maîtrise pas assez. Mais dans notre contexte, moi, je suis à la tête également d'une organisation fêtière. Le mot paix est pertinent. Vous savez qu'on est dans souvent, je vous envoie dans les spirituels, quoi. Et il faut toujours prononcer des bonnes choses. Le Mali n'a jamais connu une crise multidimensionnelle comme celle de 2012 jusqu'à maintenant. Parlons de la paix, parlons de la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ça peut conditionner les esprits, même ça peut conditionner aussi les juges
avoir un regard, comme on le dit, jurisprudence ou quoi, je ne sais pas. Jurisprudence. Voilà, jurisprudence, hein, voilà. De faire une organisation très transparente, en fait, afin d'avoir au moins un pays stable. Parce que déjà, nous sommes à terre. Un pays qui est déjà à terre, si on organise une élection qui peut qui peut amener une post-électorale, et crise électorale, là, ça va enterrer le pays, honnêtement parlant. Moi, à mon avis, les thèmes me conviennent, même si peut-être je ne maîtrise pas bien les langages juridiques, ça me convient. Les techniciens maîtrisent peut-être les subtilités derrière. Ouais, mais ouais. Kourechi Cissé, aujourd'hui, on est convaincu quand même que seule la justice peut donner quand même cette garantie, cette transparence au niveau du processus électoral. Et pour ce faire, comment elle doit s'y prendre pour pouvoir quand même rassurer le citoyen? Vous savez, un peu le problème du Mali, c'est que au Mali, le système juridique et judiciaire que nous avons emprunté, le juge ne fait rien que de dire le droit. Okay. Le juge, il ne va pas à la recherche de la vérité. La vérité n'a rien à voir avec le droit. C'est-à-dire, la vérité peut être de ton côté, mais si le droit n'est pas de ton côté, et réellement, le juge ne peut que dire le droit. C'est quoi? Par exemple, il y a des gens qui peuvent se mobiliser, se lever pour dire que non, on a été triché, on a été comme ci, comme ça. Et par contre, au moment de la saisie de la Cour constitutionnelle, pour qu'on fasse ces recomptes et qu'on te donne, t'attribue tes résultats comme tu le penses ou bien tu as les preuves, mais si tu rates la saisie, le juge ne peut pas aller au-delà que la procédure, elle n'est pas bien faite. C'est-à-dire, tu vas voir que dans les faits, dans la vérité, dans le réel, ce que tu dis est vrai. Mais par exemple, c'est le secrétaire général de ton parti politique, un exemple, qui a saisi la Cour constitutionnelle et il n'est pas habilité. Ou bien, c'est-à-dire, c'est ces problèmes-là qui se passent. Vous allez trouver que le droit dit, si vous n'êtes pas d'accord, voici le délai, la qualité de saisie, le délai de saisie, et aussi, comment dirais-je, la procédure de saisie. Il faut d'abord être dans la forme. C'est pour ça qu'on dit qu'en justice, on tranche d'abord en forme. Ça veut dire que le juge a été très bien saisi. Le juge, ce n'est pas comme un boutique où on va dire, ce Farland t'en a dit. Non, ce n'est pas ça. Il y a une procédure qu'on doit respecter. Si, par exemple, dans la salle, là, on a vu que vraiment, tu as à 41%, patati patata, et qu'au niveau des élections, des résultats, comment dirais-je, provisoires, on a faussé les calculs. Toi, au lieu de saisir le juge correctement pour que le juge fasse le recompte et amène les agents de la Cour constitutionnelle, de la Cour qui étaient là-bas présents, puisque là, ça, c'est un exemple que j'ai dit, puisque la loi électorale, elle ne s'arrête pas de changer. Okay? Désormais, on a les membres de l'EJ aussi qui supervisent. Donc, pour dire qu'il y a question de saisie et la qualité des saisies. Même si, sur le terrain, toi, au niveau de l'agent de la Cour constitutionnelle, les comptes sont bons. Au niveau de ton représentant des partis politiques, les comptes sont bons. Mais si la bonne personne n'a pas saisi la Cour ne peut pas te donner ton droit. Et est-ce qu'en ce cas, on va dire que le juge n'a pas été transparent? C'est ce qui se passe, c'est qu'on va demander au juge ce qu'il ne peut pas. Très souvent, on demande au juge ce qu'il ne peut pas. Un juge, on n'aura jamais de bons juges quand on n'aura pas de bons Maliens. Et on n'aura jamais de bons Maliens. Moi, je ne parle pas de religion. Il faut qu'on connaisse nos droits, le minimum possible. Il faut qu'on connaisse qu'est-ce qu'on peut revendiquer, où et comment. Okay? Il faut qu'on consulte très vite les spécialistes de droit. Il y a des gens qui vivent du droit. Il y a les avocats qui sont là. Il y a les notaires qui sont là. Il y a des gens, il y a des conseillers juridiques qui sont là. Dans les partis politiques, il faut avoir des conseillers juridiques qui vont lire la loi et savoir à temps comment saisir. Oui, mais dans ce cas de figure, il s'agit de partis politiques et je crois que les acteurs politiques sont vraiment outillés sur ces questions pour pouvoir faire des saisies au besoin. Si on était outillés à ce point. En bonne et due forme d'ailleurs. Si on était outillés à ce point, la loi dit quand la Cour constitutionnelle donne un résultat, c'est un arrêt constitutionnel. Et cet arrêt-là s'exécute et ça ne se retranche jamais. C'est constitutionnel. Est-ce que vous pensez qu'un aussi homme de droit juriste peut être dans un parti et laisser ses militants sortir pour aller faire casser un arrêt constitutionnel? Le Mali est dans ce trou parce qu'on a cassé un arrêt constitutionnel. Après avoir cassé l'arrêt de Manassa passé, Manassa qui est garant, protecteur du régime constitutionnel, Ibeka l'a fait démissionner. On est dans un trou à cause de ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de trachée pour aller. Les rails, ce sont les droits. Moi, je pense qu'il faut continuer sur le droit. Moi, je pense qu'il faut revenir sur le droit. On va partir sur le bon rail.
Et d'accord. Mais là, il faut outiller les partis politiques parce que là, moi, je pense qu'un parti politique, c'est tout un ensemble. Ça aide d'aller. Et dans un parti politique, il doit avoir également des conseils juridiques. Normalement, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Normalement. C'est pourquoi c'est surprenant quand même que les partis politiques ça me faisait, tout à fait dans des situations comme ça. On a eu des débats à faire. Moi, je dis, bon, mon cher, vous êtes en train de chercher à chambouler le pays pour 31 personnes et pour 5 ans. C'est que vous ne savez pas, le pays peut dérouter qui va le mettre en retard plus de 100 ans. Tout à fait. Donc, le droit n'est pas là pour vraiment pour des passions, pour des questions. On ne peut pas aller dans la paix, on ne peut pas aller dans ce qu'on appelle sécurité. Oui, il faut changer de profession. Voilà, et donc, ce serait un très bon avocat. Voilà, on va boucler ce chapitre sur ce dernier point. Par ailleurs, nous avons vu un décret en date du 20 novembre sur les réseaux sociaux annonçant la démission de Adama Coulibaly. Est-ce qu'il s'agit du procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Modibo? Également, hier nuit également, le décret était viral sur les réseaux sociaux. Un certain Adama Mamadou Coulibaly. Les rumeurs ont circulé qu'il y a un lien entre ces Adama et l'actuel procureur du pôle national de la cybercriminalité. Mais après avoir fait un checking, nous nous sommes rendus compte que réellement, ce n'est pas lui. Mais déjà, c'est un autre Adama. Voilà, c'est un autre Adama qui aurait décidé d'être, certains disent avocat, d'autres estiment qu'il a décidé d'être notaire au Canada et qui crée la confusion avec l'actuel puissant Adama Coulibaly de la cybercriminalité. Vous voyez, quand même, c'est d'actualité. D'accord, ok. Ouais. Nous allons aborder le deuxième sujet qui porte sur le changement d'appellation de voies, places et établissements publics. Dans un décret du 13 décembre 2024, une trentaine de voies, places et établissements publics du district de Bamako ont changé d'appellation. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga affirme que cette initiative vise à préserver et valoriser le patrimoine mémoriel du Mali. Des listes élargies à d'autres localités du pays sont également prévues. Mais première question, Kourechi, quelle lecture faites-vous de cette initiative? Bon, nous voyons que c'est un peu les pays voisins, le frère Niger qui a commencé la dynamique. C'est un peu, comme on l'a dit, il s'agit de décoloniser, il s'agit d'effacer tout ce qui est mémoire de la colonisation, en quelque sorte. Et moi, je pense que ce qui se passe dans les histoires des mémoires, il faut faire très, très attention. D'abord, première chose, à ne pas oublier tout le passé. Deuxième chose, moi je pense que est-ce qu'il n'est pas temps qu'on fasse un bilan en quelque sorte de qu'est-ce qui s'est réellement passé, quelle est la colonisation, c'est vrai, c'est une histoire atroce, c'est une histoire, comment dirais-je, qui souvent fait couler des larmes, mais à quel point? L'esclavagisme, ça fait couler des larmes, mais à quel point? Il faut, si on lit des livres, il y a des livres que nous peut-être on a eu à lire, on voit que nous-mêmes on a été acteurs principaux de ces actions-là. La colonisation, ça ne s'est pas fait sans nous. On a fait notre part, même s'il y a en grande partie ce qui était, comment dirais-je, la classe basse qui en a vraiment souffert. Mais est-ce qu'il faut effacer toutes les mémoires? Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il ne faut pas faire attention aussi qu'on ait des mémoires contradictoires de valeurs? Il faut faire très, très attention. Nous, on a, comment dirais-je, on a un passé, mais tout notre passé n'est pas de l'histoire. Souvent, c'est des légendes, c'est des épopées, c'est des contes. Il faut faire très attention. L'histoire, c'est ce qui s'est réellement passé, écrit, daté et dont les gens sont vraiment... Il y a un vrai témoignage. Il ne s'agit pas de faire... Il faut faire très, très attention à ne pas légitimer la légende qui va nous faire... Peut-être les gens ne vont pas se rendre compte aujourd'hui, mais dans les jours à venir, nos enfants, quand ils seront de haut niveau intellectuel, vont se moquer de nous. Mais comment papa, ils ont bien accepté que ça revienne jusqu'à être à une valeur niveau national. Deuxième chose, il y a... Moi, je pense qu'il faut... le ministre Ikassa travaillait sur un dossier, Ibrahim Ikassa, qui s'agissait de l'éducation aux valeurs. Moi, je pense qu'il faut qu'on dégage au Mali. Qu'est-ce qui est valeureux? Par exemple, pour moi, en tant qu'aujourd'hui un petit démocrate, je ne vois pas plus grand qu'Alpha Omar Konaré au Mali. Alpha Omar Konaré, le patrimoine immatériel. En 10 ans, l'homme vient en 10 ans, je vous dis, il arrive à mettre en place un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire et un pouvoir législatif. Tous ces pouvoirs avec leur recrutement et mode de fonctionnement en seulement 10 ans. Et moi, je parie que si les autres présidents qui l'ont précédé, qui l'ont suivi plutôt, avaient travaillé sur ce qu'on appelle l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'indépendance législative, on était arrivé à ce point, on ne serait pas dans ces puits.
moi, je ne vois pas homme plus grand qu'Alpha Omar Konaré dans toute l'Afrique, je vous jure. Oui, c'est un aspect que nous allons toucher après. D'accord, ok, Okay, j'attends. Sinon, Moribo Fofana, est-ce que vous sentez réellement cette volonté des autorités de tourner cette page coloniale à travers ces changements de nom? Je pense que c'est la logique de la refondation et l'esprit souverainiste, quoi, à mon avis, parce que les changements de voix, je vois que ça s'inscrit dans cette logique de restaurer les valeurs du Mali, de restaurer l'histoire et les valeurs culturelles du Mali. Mais je vais titiller les lèvres de mon jeune frère. Au fait, toutes les histoires ne sont pas écrites. Imagine aujourd'hui, nous sommes des croyants. Nous sommes tous des musulmans et nous croyons que le prophète a existé. Et les fouilles archéologiques ont montré la même chose que Jésus-Christ. Mais jusqu'à présent, les fouilles archéologiques n'ont pas montré l'existence de Moïse. Pourtant, chez les Israéliens, Moïse a bien existé. Cela signifie que nos histoires également ont existé à travers les légendes, mais malheureusement, on n'a pas écrit. J'ai beaucoup lu Amadou Kourouma quand il disait « Allah n'est pas obligé ». Si nos magies étaient fortes, pourquoi on ne s'est pas transformé en oiseau pour s'échapper des mains des colonisateurs? Moi, je pense que nos histoires, malheureusement, n'ont pas été écrites. Et les Blancs qui ont écrit nos histoires à notre place, ils nous ont conditionnés. C'est-à-dire ils ont falsifié notre histoire. Ils ont créé l'école, ce n'est pas pour nous instruire, mais c'est pour nous conditionner. Conditionner, c'est réfléchir comme eux, penser comme eux, et faire de telle sorte que les Blancs sont toujours supérieurs que les Noirs. Moi, je pense que changement de voix, moi j'y adhère si c'est si c'est pas sélectif. Moi j'y adhère à ce changement de voix parce qu'au moins ça permet à la génération future, surtout les jeunes qui viendront dans 20 ans, 20 ans, 30 ans. Et finalement, ils vont dire, oui, un tel monsieur a existé. Imaginez, Soumana Sessé est décédé, Moussa Traoré est parti, Amadou Toumani Touré, qui fait les soldats de développement économique au Mali, est parti. Dans 20 ans, il y a des enfants qui n'ont jamais vu ATT. Mais s'ils voient que cette fois est nommé Amadou Toumani Touré, ils vont se poser la question, qui est ce Amadou Toumani Touré? Et j'aurais préféré ça que de voir le même nom que Faidherbe ou bien qui d'autre encore. Quand même, il y a des rues en France, par exemple, qui portent le nom de Amadou Hampâté-Bâ, par exemple. Et on sait aussi qu'il y a de ces Français qui ont vraiment soutenu les colonies dans leur lutte pour la décolonisation. C'est ça que j'ai dit, nous, ça ne doit pas être sélectif. Parce qu'on dit en sociologie, toute culture qui développe n'est pas statique. Il ne faut pas qu'on soit trop figé sur notre valeur et nos cultures. Mais c'est bon souvent de valoriser nos braves hommes. C'est bon souvent de valoriser souvent des gens qui ont été arrangés aux oubliettes. Il faut le dire. Moi, j'ai vu des noms que j'avais oubliés, sincèrement parlant. Alors que la croyance, c'est quoi? Souvent, si la personne existe, est immortalisée, chaque fois que tu le vois, tu penses à lui et tu crois à lui. Et dans la croyance, logiquement, ça va produire des effets. Ça, c'est ceux qui sont dans les domaines spirituels, que j'aime beaucoup un peu ça. Ça ne doit pas être sélectif parce qu'on a évoqué le cas d'Alpha Omar Konaré. J'ai été surpris que parmi toutes les personnalités qui ont été, dont leur nom était... Oui, effectivement, on parle des grands oubliés. Des grands oubliés. Alpha a été arrangé aux oubliettes. Ça, c'est inimaginable. Oh, faire le Mali, changer le visage du Mali, c'est Alpha. Aujourd'hui, moi, j'aurais souhaité peut-être la voie de la Tour de l'Afrique jusqu'au 3e pont. Ça doit être logiquement Alpha. À tel point que les Maliens ont déjà donné le nom Adam Baka Oussoulan. Les Maliens ont déjà baptisé même la Tour de l'Afrique Adam Baka Oussoulan. Parce que c'est son mari qui a réalisé ce truc. À mon avis, l'équipe qui a travaillé sur ça, parce qu'on ne doit pas attribuer tout aux autorités. Il y a une équipe spécialisée et qui a réfléchi sur ça. Et cette équipe doit revoir un peu qu'il y a des gens, des personnalités qui ont été très valables pour ces pays, comme les Alpha Omar Konaré, comme d'autres. Imaginez, Fildabo Sissoko a été un vrai rival à Modibo Keïta,
Mais aujourd'hui, son nom, il y a un lycée public qui porte son nom, lycée Filabo Sissoko. Moi-même, j'ai fait ce lycée-là. Hein? Il ne faut pas que dans l'élan du cœur ou bien dans un autre esprit, certes, même si on dit aujourd'hui, certains profitent même de ce combat politique en jetant l'opprobre sur les hommes politiques qui sont les premiers responsables du problème du Mali. Moi, je ne suis pas d'accord. Le problème du Mali, c'est nous les Maliens. C'est nous les Maliens. Et puis, c'est les cadres. Et il y a eu plus de militaires qui ont géré ces pays que les politiques. Non, il y a eu plus de militaires qui ont géré ces pays. Ce sont les cadres de ces pays. Moi, j'aurais souhaité qu'on dise ce sont les cadres de ces pays qui ont échoué. Si on dit les cadres de ces pays, tout le monde se trouve dedans. Et regarde, il faut voir les dernières publications du VGB, le vérificateur du bureau du vérificateur général. Ce ne sont pas seulement des politiques qui sont épinglés. Hein? Et puis, les résultats ont toujours montré que les cadres, certains ont été épinglés par les rapports du vérificateur qui ne sont pas forcément des hommes politiques. On doit faire notre mea culpa en disant que ce sont les cadres qui ont échoué, mais de ne pas stigmatiser tout un clan ou bien toute une tendance. À mon avis, aujourd'hui, Alpha fait partie des grands oubliés des voix qui viennent d'être baptisées ou bien rebaptisées. Hein. Kourouchi, une toute dernière réaction. Voilà, bon, c'est pour dire que moi j'ai dit, je ne suis pas contre la rebaptisation ou la décolonisation, je ne suis pas contre, mais c'est un peuple le plus, c'est le mal que ce peuple-là a eu à subir ensemble. Il n'y a rien. Par exemple, aujourd'hui, la cohésion, tous les soutiens que les autorités ont aujourd'hui, c'est plutôt dit à tout ce que l'armée est en train de vivre sur le terrain. C'est dit à 50% de ce qui traverse l'armée sur le terrain. Et il n'y a rien qui rend plus solidaire un pays plus que les moments durs. La colonisation a été très dure, l'esclavagisme a été très dur. Et aujourd'hui, il y a la crise sécuritaire et même la crise de rébellion, ça a été très dur. Moi, je pense qu'il faut souvent dresser certaines mémoires et laisser surgir certaines mémoires, puisque ça doit nous rappeler à ne pas tomber, à ne pas retomber, à ne pas nous laisser coloniser. Aujourd'hui, on a effacé tout ce qui a été colonisation française. Si on ne fait pas attention, on va laisser place à une autre colonisation qui s'efface à venir. Donc, deuxième chose... Laquelle? Russe? Non, une colonisation, comment dirais-je, je laisse ça. Les internautes. Donc, deuxième chose, pour Alpha, je vais continuer. J'ai dit, moi, ce que je me suis dit, souvent quand on lit, je ne vais pas rentrer dans ce débat, quand on lit, il y a certains hommes qui étaient vraiment des vrais opposés à mourir, qui se retrouvent sur la même liste des mémoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, Soumangourou Kanté, dans les faits, Soumangourou est un vrai réformiste, c'est un grand réformateur, mais jusqu'à présent, on n'a pas réhabilité cette histoire officiellement. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter Soumangourou Kanté officiellement d'abord, puisque nous, ce qu'on avait eu en primaire, ce qu'on nous a dit, c'était un sorcier qui se volait, qui mangeait, qui faisait tout. Mais réellement, on a trouvé que c'était une guerre communicationnelle qui avait été mise à l'époque en place contre lui pour le prendre. Et ça a été... Parce que ce sont les Blancs qui ont édité ces livres-là pour nous. Quel Blanc? Oui, les Réveils du Lion. C'est l'Harmattan qui a édité. Non, je vous dis que c'est pas... Il y a les récits, qui font allusion à... Voilà, moi, par exemple, quand je vais découvrir la première fois que Soumangourou Kanté c'était lui le réformateur du Mandé. C'était le vrai roi d'ailleurs. J'ai dit, quand je découvrais ça, c'était dans des livres. Et après, j'ai eu à discuter avec des autochtones qui m'ont confirmé, mais cette partie a été cachée puisque ça n'arrange pas l'histoire officielle qui a été donnée. Deuxième chose qui va être donnée, et les historiens pourraient me corriger, la religion de Sundiata, la religion du Mandé. C'est tout, ça a été gardé en cachette. Donc nous, on a l'histoire même, on a beaucoup de trucs. Et quand j'ai dit l'histoire et la légende, j'ai dit l'histoire a des critères pour être histoire et respectée. La légende, elle n'est pas forcément fausse. Une légende ou un mythe, c'est quand on dit mythe. Moi, j'ai eu des gens qui se sont attaqués à moi quand je me suis amusé à taquiner Soumangourou et puis Fakoli. Et quand j'ai dit mythe, ça ne veut pas dire que c'est faux. Mythe, ça veut dire qu'il y a des récits extraordinaires sur lesquels on ne peut pas baser foi. Pour Fakoli, ce qu'il pouvait faire, ça ne va pas plaire à un descendant de Fakoli, mais moi, je ne suis pas obligé d'y croire. Moi, j'ai des grands-pères aussi, on raconte des mythes à leur rencontre et je suis content quand on me raconte ces mythes-là, mais je ne peux pas imposer ça. Mais l'histoire s'impose. La différence entre légende et autre, c'est que l'histoire s'impose. Ce sont des faits. Comme une information vérifiable qui a été dite, elle s'impose. D'accord. Voilà. Et donc, on va... Et revenons aussi, moi je pense qu'il faut revoir pour Alpha Omar Konaré
Pas que Alpha, il y a Soumaïla, il y a Ibrahim Boubacar Keïta également. Bon, je veux pas, je dis, je suis d'accord, mais pour moi, je suis vraiment d'accord, mais il faut revoir pour Alpha Marconari. Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut revoir on va y réécrire notre histoire comme le Sénégal a fait. Nous allons boucler, ce chapitre pour entamer le troisième et dernier point qui porte sur le feuilleton AES-CEDEAO. L'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina, le Mali et le Niger, ont rejeté le délai de 6 mois fixé par la CEDEAO pour leur retrait définitif de l'institution. Donc, dans un communiqué conjoint, ils accusent la CEDEAO et la France de tenter de déstabiliser l'Alliance en quelque sorte. Alors, Kourechi, cette prise de position pourrait-elle offrir une chance aux négociations entre les deux organisations ? D'autant plus qu'on se dit qu'il y a une chance possible que l'AES reste au sein de la CEDEAO, mais apparemment, le torchon brûle toujours. Bon, vous savez, on est en politique et c'est facile de donner des analyses ou bien de pouvoir se prononcer sur l'avenir s'il y avait des logiques civiles. C'est-à-dire s'il y avait des logiques juridiques, s'il y avait des logiques de droit communautaire, s'il y avait des logiques, par exemple, la nomination de l'actuel Premier ministre Abdoulaye Maïga, moi, dans mes réflexions, ça ne venait pas du tout. Ça ne venait pas, puisque c'est contraire à la logique sous-régionale. Mais quand je l'ai vu être nommé, je me suis dit, mais bon, on part où? Donc maintenant, moi, je me dis qu'on ne sait pas jusqu'à point. On voit quand même qu'on a des lignes parallèles. Et tout ce qu'on... Moi, je n'ai pas fait bien maths, j'ai laissé les mathématiques à 9e. Et les deux lignes parallèles, difficilement, elles vont... Sauf si une ligne disparaît. Sinon, deux lignes par la CEDEAO et puis l'AES, c'est des lignes parallèles pour le moment. Et il ne faut pas... Quand on va analyser ces deux aspects, moi, je pense qu'il faut aussi placer ça sur l'aspect géopolitique. On a un ordre politique occidental qui est proche de la CEDEAO et puis un ordre politique russe qui est proche de l'AES. Et c'est deux bouts, même si derrière les États-Unis et la Russie, c'est à quelques kilomètres, mais dans le monde réel, c'est encore des lignes parallèles. Et tout ce que j'ai dit, peut-être un message à l'endroit de nos trois chefs d'État, puisqu'on ne choisit pas où on est, mais on ne choisit pas sa géographie, mais je pense qu'on peut choisir son histoire. C'est-à-dire l'histoire qu'ils sont en train de vouloir, qu'ils veulent écrire pour le Mali, pour le Niger, pour le Burkina. Moi, je pense qu'il faut l'écrire dans le bon sens de sauver la population. Les présidents sur lesquels la CEDEAO faisait des pressions et qui le reculaient, ils ne s'attardaient pas sur eux seuls. Ils regardaient la population, puisqu'il n'y a pas plus d'insécurité que le sous-développement, que la pauvreté. L'insécurité vitale qu'on est en train de vivre, là où ça se déclenche pour se transformer en des rébellions, en des guerres civiles, c'est très généralement le sous-développement. Donc moi, je pense qu'il faut réfléchir dans tout ce qui est raisonnement économique. On est là droit, on est là philosophie, tout ce qu'on fait, c'est pour permettre à l'être humain de vivre confortablement. Il faut qu'il réfléchisse dans ce sens. Alors, Modibo, en s'accordant 6 mois pour... travailler sur les modalités de retrait des États de l'AES, de la CEDEAO. On se dit, est-ce que la CEDEAO ne joue pas au chrono en se disant que d'ici là, peut-être, la donne peut changer? Tout à fait. Exactement. Moi, je pense que c'est de la communication que les pays de l'AES ont fait en disant qu'ils ont, en rejetant les 6 mois de délai de grâce de la CEDEAO. D'abord, pourquoi la communication? Parce que c'est une manière de renforcer leur décision irréversible de retrait de la CEDEAO. Et également, pour un autre point aussi, c'est une manière de se mettre à l'abri de toute attaque extérieure. Parce qu'il faut reconnaître qu'au sein de l'AES, il y a des pays qui sont encore fragiles, précisément Burkina et puis Niger, parce que vous voyez, à Burkina, chaque fois on attend des tentatives de coup d'État, mutinerie. Et ils pensent qu'en acceptant ces délais de grâce, tout peut y arriver. Tout peut y arriver pendant ces 6 mois. Et il faut quitter rapidement et se renforcer et mutualiser les efforts militaires, même pour sécuriser ces pays de l'AES. Moi, quand même, je vois ça de l'angle de la communication. Moi, j'ai une autre réflexion là-dessus. À mon avis, la CEDEAO a accordé ces 6 mois peut-être non seulement pour préparer, pour rétablir le dialogue d'abord entre les pays de l'AES et la CEDEAO, parce que le dialogue est interrompu il y a bientôt 1 an. Oui, mais il y a un médiateur qui a été engagé en la personne du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Oui, mais est-ce que sa voix est audible
au sein de l'AES. Vous voyez, à mon avis, c'était une manière de rétablir un peu ces liens. Et puis également essayer de voir les modalités des retraits des pays de l'AES. Mais ce qui est sûr, le 29 janvier, les pays de l'AES ne feront plus partie de la CEDEAO. Et peut-être, moi je pense que si j'étais l'un des membres de l'AES, il fallait accepter ça parce que moi j'ai peur que ces pays de l'AES ne soient pas tombés dans le scénario de la Mauritanie. Vous savez que Mauritanie était membre de la CEDEAO. Je me souviens, c'est en 2000 ou 2001, la Mauritanie a quitté. 2004, Et aujourd'hui, la Mauritanie a décidé de revenir à la CEDEAO. Et sa demande envoyée à la CEDEAO est toujours en attente et qui n'est pas encore examinée. À mon avis, ce délai de grâce de 6 mois permettent même au pays de l'AES de bien y réfléchir. Parce qu'au-delà de 6 mois, on va se retrouver dans la même situation que de la Mauritanie. Même si on doit y revenir, il faut remplir toutes les formalités. Alors que pendant ces 6 mois, nous pouvons, on ne dira même pas l'adhésion, on est déjà membre. On peut y revenir à notre décision. Moi, je vois les délais de 6 mois accordés à la CEDEAO qu'ils ont rejeté, au pays de l'AES qu'ils ont rejeté. C'est une manière de nous ranger d'ailleurs. C'est de nous favoriser, de bien y réfléchir sur les conséquences du départ. Ainsi de suite. Parce que Mauritanie veut être membre de la CEDEAO aujourd'hui. Mais plus d'un an, ils ont envoyé elle a envoyé sa demande d'adhésion et sa demande est toujours en attente. Imaginez notre pays, le Mali, qui est l'un des membres fondateurs de la CEDEAO, que dans 10 ans, 15 ans, on y revient à notre décision de revenir à la CEDEAO. Et puis qu'on soit traîné comme la Mauritanie, c'est un rabais, quoi. Ça nous déshonore. D'accord. Et pour enfin boucler ce numéro, Kourechi, quels sont les sujets selon vous qui vont marquer l'actualité de la semaine qui s'annonce? En 30 secondes. Ça, c'est très difficile. Vous voulez un devin? Bon, moi, franchement, je sais pas. Vous savez, j'ai l'habitude de dire et je continuerai à le dire. Pour analyser et être juste dans l'analyse, c'est quand il y a des logiques. Et dans notre pays, réellement, moi, je ne vois plus de logique. Pour le moment, c'est prière qu'Allah nous sauve. C'est prière que la lumière soit guide pour nos dirigeants. Et c'est-à-dire, pour eux, moi, un message, c'est de dire il faut faire très, très attention au niveau des puissances géopolitiques. C'est des intérêts. C'est des intérêts. Et ils auraient pu peut-être travailler à que faire pour avoir un président qui pourrait peut-être faire couvrir et avoir des amnisties. Il y a des règles, il y a des moyens juridiques et moyens judiciaires qui peuvent couvrir certains. Politiquement, c'est possible. Moi, je pense qu'il faut réfléchir dans ce sens. Sinon, ce valo-là, ça va nous faire juste regretter. Et je vous dis que le Mali sans CEDEAO, ce serait très difficile pour 15 ans. Moi, je dis, parce que le Malien, c'est quelqu'un qui sort. Nous, on n'est pas comme les autres pays. C'est vrai, c'est vrai. Et il faut saluer la diaspora malienne pour quelque chose. C'est-à-dire, le Malien fait partie des rares individus qui sortent et étant derrière, à l'extérieur du pays, ils font nourrir plusieurs personnes dans le pays. C'est des gens, même quand ils sont partis, ils pensent tout. C'est pour cela qu'ils ne sont pas aimés, puisque c'est des gros bosseurs et qu'ils envoient tout ce qu'ils gagnent dans le pays. Et je pense qu'ils font vraiment les 30% du Mali. Il faut les soutenir. D'accord. Modibo, les sujets qui vont marquer l'actualité de la semaine qui s'annonce? C'est une question. Au fait, comme on tend vers la fin de l'année, le 1er janvier, d'habitude, le président de la République fait ce qu'on appelle une adresse à la nation. Nous, en tant que journalistes, c'est un très grand événement. Ouais, c'est éditorial. C'est éditorialiste. Exactement. C'est éditorialiste. Je suis sûr que l'adresse à la nation, il va parler des élections, l'organisation des élections cette année, et il va tracer les grandes lignes qui vont marquer 2025. Mais la plus importante, c'est l'organisation des élections, parce qu'à mon avis, il faut qu'on parte aux élections rapidement.
pour désamorcer une bombe sociale. Et si possible, en respectant la charte première. En respectant la charte première. D'accord. Et nous arrivons au terme de ce numéro de Point de vue. Nous avons eu le plaisir de recevoir Modibo Fofana, directeur de publication de Mali 24, et Kourechi Sissé du journal Mali Tribune. Et président des journaux en ligne. Et grand merci, effectivement, le président de Appel Mali. Grand merci à vous pour vos éclairages. Merci également à vous, chers abonnés, pour votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau numéro de Point de vue. Et d'ici là, au nom du groupe Renaissance, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025.